Et là, qu'est-ce que j'entends? Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Michel Rocard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'inventeur de la deuxième gauche. C'est quoi la deuxième gauche? Oh non, je suis pas l'inventeur de la deuxième gauche. L'inventeur de la deuxième gauche, c'est un nommé Jean Jaurès. Ouais. C'est séculaire, ce truc. Ce qui s'est passé était une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment, je l'ai regrettée tous ces jours, au long de ces 4 mois, et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Je ne prendrai pas de leçon d'un parti politique qui a voulu, avec enthousiasme, se rassembler derrière Dominique Strauss-Kahn. Oui, je me doutais que vous arriviez. Franchement. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. À aucun moment. À aucun moment. Et là, J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement, et à travers lui, tous les Français. Salut, c'est Thomas Rozek. Comme on pouvait s'y attendre un peu, ce qui fut l'une des affaires brûlantes du tout début de cette année 2021, l'affaire Duhamel, du nom de cette importante figure de la gauche accusée par sa belle-fille d'avoir agressé sexuellement son beau-fils lorsqu'il était adolescent, et surtout d'avoir au passage bénéficié du silence et de la complaisance de ses proches qui, tout progressistes qu'ils s'affichaient, reproduisaient ici les pires travers bourgeois conservateurs. Cette affaire donc, qui causa bien des émois, n'aura pas pour l'heure de suite judiciaire. L'enquête ouverte après la parution du livre mettant en cause Olivier Duhamel vient, en ce mois de juin 2021, d'être classée sans suite du fait de la prescription. Reste sinon la faute légale, la faute morale, et pas seulement du principal intéressé, mais aussi de son entourage que j'évoquais plus tôt. C'est une des leçons périphériques de cette histoire. La gauche des années 90, ce PS hérité de Mitterrand et en partie de Rocard, a non seulement failli politiquement, lui qui ne représente plus grand-chose, mais aussi sur le plan des valeurs de modernité qu'il prétendait défendre. Cette double mort, électorale puis morale, elle nous avait, en janvier déjà, inspiré un épisode que je vous propose de réécouter. Bienvenue dans Programme B. Notre invité il y a quelques mois, c'était l'historien Christophe Prochasson, spécialiste de l'histoire politique française, notamment de l'histoire de la gauche. Il dirige l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS. Il a aussi été membre du PS de 76 à 93 et conseiller de François Hollande sur les questions d'éducation de 2015 à 2017. J'avais commencé par lui demander de faire avec moi un petit récapitulatif de ce qu'a été le PS et notamment de comment est apparue au fil du temps une nouvelle génération de socialistes supposément taillés pour le pouvoir qu'on a appelé la deuxième gauche. Ce qu'on a appelé la deuxième gauche a rassemblé dans les années 70 un courant à l'intérieur du Parti socialiste qui venait tout à la fois des amis de Michel Rocard, qui eux-mêmes d'ailleurs étaient composés de gens avec des sensibilités différentes, d'un courant socialiste proche d'une sensibilité catholique, autour notamment de la CFDT, et puis un certain nombre d'électrons libres. Voilà ce qu'on a appelé la deuxième gauche. C'était une deuxième gauche par rapport à quelle gauche? Eh bien, par rapport à une première gauche majoritaire qui s'était en gros constituée à l'intérieur du Parti socialiste autour de François Mitterrand et à laquelle on pouvait aussi agréger l'autre gauche que représentait le Parti communiste. La deuxième gauche, si vous voulez, elle a été battue. Elle a été battue politiquement dans les années 1980 parce que Michel Rocard n'a été qu'un supplétif, si j'ose dire, dans les gouvernements de François Mitterrand. François Mitterrand qui ne supportait pas Michel Rocard, ni la personne, ni ce qu'il incarnait en termes de sensibilité. Suite à quoi le courant, alors vous savez, à l'intérieur du Parti socialiste, les courants étaient très organisés autour de motions, mais aussi autour de revues. Le courant s'est lui-même dilué et a finalement disparu, au point que dans les années 90, c'est-à-dire au moment où Michel Rocard accède au poste suprême, pour lui, qui a été celui de Premier ministre, donc après la deuxième élection de François Mitterrand en 1988, en réalité, il est là en tant que Michel Rocard, c'est-à-dire que l'espèce de tentative de rénovation politique et culturelle qu'il avait tenté de conduire à l'intérieur du Parti socialiste
est perdue de vue, elle n'existe plus. Il est un homme politique comme un autre, avec une sensibilité particulière, qui n'est pas entièrement coupée de ce qui précède, naturellement, mais ça ne représente plus du tout le projet politique fort, et qu'il ne faut pas réduire d'ailleurs, comme le faisait leur adversaire, uniquement à une gauche modérée. Il y avait à l'intérieur de la deuxième gauche des éléments forts comme l'autogestion, comme le lien avec le syndicalisme, comme une certaine conception de la démocratie aussi, plus ouverte. Bon, tout un ensemble d'éléments qui ont complètement disparu, et on ne peut pas dire que, surtout pas d'ailleurs, que Dominique Strauss-Kahn puisse représenter, pas plus que le président de la République actuelle, qui en a parfois un peu la tendance, représenter un seul instant ce qu'a été la deuxième gauche dans les années 70 jusqu'au tout début des années 80. Quel héritage on lui trouve alors, s'il n'est pas à chercher du côté notamment de l'Élysée aujourd'hui? Quel héritage on lui trouve peut-être même dès les années 90, puis dans les années 2000? Eh bien, il n'y en a pas. Et je pense que c'est, à vrai dire, un des grands échecs de cette deuxième gauche. Alors, les héritages en politique, c'est toujours une question un peu compliquée, parce que les héritages, comme selon le fameux mot, sans testament, on ne sait jamais trop quoi en faire. Mais autant on peut dessiner des héritages en suivant même des déviations, etc. Mais l'héritage de la deuxième gauche, moi, je ne le vois pas. Je ne vois éventuellement que des évolutions, voire des trahisons, des oublis à ce qui a été un projet fort. Ce n'était pas le seul, il y avait d'autres projets forts, mais tout cela s'est fondu, je dirais. Alors ça, c'est une question d'ordre général, mais dans la pratique du pouvoir. C'est-à-dire que la pratique du pouvoir, qui est un exercice extrêmement périlleux pour la gauche, comme vous le savez, et comme on l'a souvent observé, a conduit à faire disparaître, au fond, des débats théoriques, des projets politiques de haute teneur. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier alors cette gauche qu'on a retrouvée aux affaires, pour le coup, à partir de la fin des années 90, à partir de 1997, autour de Lionel Jospin, puis d'un certain nombre de figures qu'on a retrouvées dans les gouvernements successifs à différents plans? Est-ce qu'il s'agirait d'une troisième gauche? Écoutez, je pense qu'il faut remonter avant 97. C'est-à-dire que ce qui s'est présenté pour la première fois dans l'histoire de la gauche, à partir de 1981, c'est que la gauche, il faut le rappeler, a été pour la première fois très longtemps au pouvoir, et que cet exercice du pouvoir, dans le cadre des institutions de la Ve République, a en quelque sorte conduit, c'est un point de vue qui mériterait d'être discuté, mais à faire que la gauche en a un peu oublié sa vocation à réfléchir sur le monde pour le changer. Et qu'elle a été happée, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait, mais elle a été happée par l'exercice du pouvoir, qui l'a conduit à négliger cette part de travail intellectuel, politique, culturel, qu'elle avait su très très bien conduire au cours de son histoire, et jusque dans les années 70. François Mitterrand s'est installé au pouvoir pour 15 ans, ou 14 ans exactement, et n'a pas encouragé à une rénovation quelconque qui était nécessaire dès lors que le socialisme était installé au pouvoir. Et après tout, c'est sa vocation aussi, de s'installer au pouvoir pour changer le monde. Mais ça, on le voit très très bien dès François Mitterrand, pas de travail de ce type-là. Et dans le cadre de Lionel Jospin, pas plus de travail, de reprise de ce travail, et encore moins, alors qu'elle aurait pu le faire, après la défaite de Lionel Jospin, après le sinistre 2002, alors même que la gauche a été, le socialisme et aussi les autres partis d'ailleurs, il faut le rappeler, ne sont pas au pouvoir pendant 10 ans, aurait pu, on peut l'imaginer, en tout cas, se lancer dans ce travail de rénovation, de refondation, enfin appelez-le comme vous voulez, tout simplement le travail politique que la gauche avait conduit, ne l'a pas fait. Si bien que d'une certaine façon, la gauche revient au pouvoir, aussi bien d'ailleurs pour Lionel Jospin que pour François Hollande, sur des bases très fragiles. Lionel Jospin, rappelons-le, arrive au pouvoir à la suite d'une erreur politique commise
par Jacques Chirac, un hasard bienvenu pour lui. Et François Hollande arrive aussi sur un malentendu, dans la mesure où il est essentiellement porté par le rejet de son prédécesseur. Tout ça ne permet pas à la gauche de se redéfinir, puisque vous me demandez comment la définir. Eh bien, elle ne peut pas être définie parce qu'elle ne s'est pas redéfinie. C'est une gauche faite de briques et de brocs, en quelque sorte, de gens qui sont du Parti socialiste et qui n'ont pas tellement de préoccupations en matière de définition. Donc c'est cette fragilité politique, pour le coup, qui explique sans doute son effondrement auquel on a assisté depuis quelques années, j'imagine. Est-ce qu'il y a aussi une fragilité, au-delà du politique, est-ce qu'il y a une fragilité morale ? C'est une question très importante que vous posez et qui a été un peu oubliée. Parce que oui, il y a une fragilité politique, je n'y reviens pas. Mais il est clair que l'exercice du pouvoir et l'exercice du pouvoir dans la durée a conduit les socialistes, et peut-être pas seulement eux d'ailleurs, mais enfin c'est surtout eux qui ont été au pouvoir, à ce que j'ai appelé un jour des approximations morales. Vous savez, pour exercer le pouvoir en général, mais surtout sous la Ve République, sans être moralement corrompu. Alors, je mets derrière ce mot beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément la corruption par l'argent, mais c'est la corruption par des façons de vivre aussi, qui coupent la gauche de sa base sociale, de la façon dont les gens, personnes dominées, exploitées, enfin appelons-les là encore une fois, les ouvriers, les employés, enfin les classes populaires et les gens que la gauche est appelée à représenter, se couper de ce monde-là fait que on prend de mauvaises habitudes. On est aussi dans un entre-soi risqué. Et donc, oui, l'exercice du pouvoir comporte tous ces risques-là. Oui, une partie des élites de gauche ont sombré dans ces approximations morales. Ça ne veut pas dire que tous et toutes ont été dans cette situation-là. Il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'il y avait encore dans ces partis, et au Parti socialiste aussi, des militants convaincus, justes, moralement impeccables, etc. C'est vrai aussi d'un nombre important d'élus qui ont fait un travail aussi avec la plus grande honnêteté et le plus grand sens de l'intérêt général, bien sûr. Mais lorsque vous êtes un socialiste et censé représenter les classes populaires et que vous avez une voiture avec chauffeur, que vous fréquentez un certain nombre de gens qui ont la vie facile, que vous bénéficiez d'une reconnaissance publique, enfin, toutes sortes de choses. Je le répète, il faut être drôlement fort pour savoir y résister et savoir se dire qu'il ne faut pas faire ça trop longtemps. Des gens qui exercent le pouvoir pendant trop longtemps se perdent le plus souvent. Et donc oui, la gauche, de ce point de vue-là, a été aussi, s'est aussi perdue dans ce genre de choses. Elle n'a pas suffisamment réfléchi à ces enjeux moraux. Le contre-argument qu'on ressort assez facilement, c'est que la politique a du mal avec cette notion de morale et avec notamment le risque de sombrer dans quelque chose qui soit moralisateur, justement. Est-ce que c'est cette tension entre ces deux notions qui ne sont pas si proches qu'on veut bien le croire, qui explique aussi les difficultés qu'a pu connaître la gauche, en l'occurrence? Écoutez, moi je pense que c'est un faux procès, c'est une grande paresse que de confondre la morale avec le moralisme, ou avec ce que Nietzsche appelait la moraline. Soyons moraux, c'est-à-dire d'abord respectons le droit. Je voudrais là aussi évoquer un vieux théoricien du socialisme à mauvaise réputation, mais Georges Sorel, qui a beaucoup réfléchi à la fin du XIXe, au début du XXe siècle sur ces questions, qui disait « il faut une morale des producteurs ». Mais la morale ne fonctionne jamais sans le droit, et de même que le droit ne doit jamais fonctionner sans la morale. Donc d'abord, le respect du droit. Et puis, au-delà du droit, il y a, excusez-moi, je vais encore citer un autre auteur que beaucoup affectionnent et a raison aujourd'hui, qui est George Orwell, lorsqu'il parle de décence commune. Cette espèce de comportement qui doit être adopté par ceux qui se reconnaissent dans le message progressiste ou du socialisme
et qui doit être en accord avec la vie des gens, leurs valeurs ordinaires, leurs horizons quotidiens. C'est ça, cette décence, cette common decency, dans la formule anglaise, qui doit être respectée. Et tout ça n'est pas du moralisme. Ça tient du moralisme ou de la moraline si ça s'en tient au discours. Et très souvent, c'est une chose qui me préoccupe, alors bien au-delà d'ailleurs du Parti socialiste dont nous parlons essentiellement, c'est-à-dire que la gauche, en général, tente à se réfugier aujourd'hui dans la crise générale dans laquelle elle se trouve, dans le symbolique, dans le discours, dans la posture, au détriment de pratiques réelles. C'est là où on est à deux doigts de la moraline et qu'il faut combattre. Donc, moi je dis, là-dessus, je pense qu'on peut très facilement faire la différence entre les deux et ne reconnaissons pas dans les appels à une gauche morale des poussées d'un moralisme hors de saison. Ce qui, moi, me frappe dans les affaires à répétition qui ont pu frapper la gauche, notamment ces dernières années, donc que ce soit l'affaire Duhamel très récemment ou l'affaire DSK il y a une dizaine d'années, toutes ces affaires liées à ces histoires de mœurs, appelons-les comme elles sont, c'est qu'elles révèlent, au-delà des faits sur lesquels on ne va pas revenir, une propension à l'entre-soi et à une forme de notabilité qu'on associe plutôt à la droite, classiquement, mais dont la gauche, finalement, n'a pas réussi à se défaire. Et alors, la question peut paraître naïve, mais est-ce qu'on a mis juste du temps, nous, le public, nous, les électeurs, à s'en rendre compte qu'elle s'était mise en place? Ou est-ce que c'est une notabilité un peu parallèle qui s'est faite dans la discrétion? Je ne sais pas trop comment cerner, comment comprendre exactement ce à quoi on assiste là. Bon, il y a plusieurs... D'abord, je voudrais répondre sur différents plans de ce que vous dites. Premièrement, les affaires, comme vous dites, concernent moins la morale sexuelle que les rapports à l'argent. Je ne vais pas vous citer Cahuzac, enfin bon. Et d'ailleurs, même dans l'affaire Strauss-Kahn, ne l'oublions pas, il y a quand même au moins aussi scandaleux, à mes yeux, un volet qui atteste un rapport particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, vous le qualifierez comme vous voulez, à l'argent émanant d'un ancien ministre socialiste. L'affaire Duhamel, je ne vais pas commenter. En revanche, oui, c'est ce qu'il y a de plus troublant, c'est qu'on voit bien autour d'Olivier Duhamel, comme de Strauss-Kahn ou d'autres, qu'il y a un entre-soi propre aux élites. Et les élites sociales, mais je dirais de tout temps, d'une certaine façon, elles vivent entre elles, quelles que soient leurs opinions. Alors la question est de savoir, d'abord, ne pas rester dans cet entre-soi, donc savoir en sortir. Savoir aussi, ça me semble tout aussi important, conserver sur ce monde-là un regard critique, distant. Or, dans les deux cas que vous citiez, que ce soit le cas de Dominique Strauss-Kahn ou d'Olivier Duhamel, on les dépeint, et à juste titre, dans la presse, comme des hommes de réseau, c'est-à-dire des gens qui, justement, travaillent à se constituer des réseaux. Mais, très franchement, je pense que ce sont des pathologies de la gauche. Mais je crois qu'il faut y être extrêmement attentif, et que si la gauche n'y était pas attentive, que si la gauche ne rejetait pas ses brebis galeuses, elle perdrait beaucoup, et elle a beaucoup perdu. D'ailleurs, pensons à l'affaire Cahuzac. Elle a beaucoup perdu lorsqu'elle n'a pas été assez vigilante. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'insolvable dans tout ça, dans le fait que l'accession au pouvoir isole de fait et pousse presque mécaniquement, vu comment sont construites nos institutions et vu comment fonctionne notre système, à cet isolement et donc à cet entre-soi? C'est un risque immense. Vous avez parfaitement raison, et particulièrement avec ces institutions, et particulièrement avec la présidence de la République. J'ai fait l'expérience moi-même pendant quelques années de la haute fonction publique. J'ai occupé le poste de conseiller du président de la République, et j'ai vu en effet comment on pouvait très facilement se perdre dans ce monde-là. Je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas faire les héros. Je n'étais pas disposé à avoir une supériorité morale. Je pense que j'ai eu la chance de ne pas me poursuivre. Mais petit à petit, on voit bien comment on peut se faire prendre
dans cette logique-là. Donc oui, d'une certaine façon, il y a quelque chose d'inhérent et qu'il est très difficile, quand on fait ça pendant des années et des années, de contrer, auquel il est très difficile de résister. Mais en même temps, la gauche a vocation à gouverner, à gagner le pouvoir, encore une fois, pour transformer le monde. Pour transformer le monde, pas pour l'entretenir, bien sûr. Donc, elle sera toujours en but à cela. Et c'est un vieux problème qui habite l'histoire longue de la gauche. Et le pouvoir, c'est une drogue dure à laquelle, je crois, peu parviennent à résister. Et pour tenter d'y résister, encore faut-il y accéder au pouvoir. Ça, c'est pas forcément gagné. Et plus l'échéance présidentielle approche, plus la crainte d'une énième explosion en vol d'une hypothétique union des gauches grandit. Mais c'est un tout autre sujet. Merci à Christophe Rochasson pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira et Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.